Salut, c'est le Doc. Je pense que vous avez remarqué que la semaine dernière, il n'y a pas eu de critique-analyse de l'épisode 690. Alors ce n'est pas un oubli de ma part, c'est simplement que l'épisode 690 n'avait pas grand-chose d'important dedans. Il n'y avait pas assez de matière pour consacrer vraiment une vidéo critique-analyse. Par contre, là, avec l'épisode de la semaine qui est le 691, là on a vraiment une continuité entre les deux épisodes, donc je vais faire la critique-analyse maintenant. C'est même quelque chose que j'ai l'intention de faire dans le futur, mais ça, regardez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais expliquer ça en détail. Revenons maintenant sur ces deux épisodes. Donc là, des trucs super intéressants. Premièrement, Doflamingo qui a bien pété les plombs, un Bellamy pas mal triste. Nous avons aussi les combats qui se mettent en place entre les combattants du Colisée et les lieutenants de la famille Doflamingo, l'apparition d'un samouraï, donc plein de trucs super géniaux que nous allons voir en détail dans la critique analyse des deux épisodes, le 690 et le 691. Alors déjà on va commencer par situer ces épisodes par rapport au chapitre. C'est un truc qu'il va falloir que je prenne l'habitude de faire au début de mes vidéos. Alors le chapitre 690 lui correspond, l'épisode 690 c'est mieux, correspond au chapitre lui 753. C'est-à-dire que là nous avons bien un épisode pour un chapitre entier. Par contre pour l'épisode 691, là c'est différent, c'est-à-dire que nous avons la moitié du chapitre 754. D'ailleurs, j'ai remarqué que, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est-à-dire que les deux épisodes que nous avons, le 690 et 691, forment un bon épisode. C'est-à-dire que si on enlève à chaque fois les génériques au niveau des épisodes, le récapitulatif de l'épisode précédent, le milieu et aussi la fin avec le teaser par rapport aux épisodes qui vont suivre, ça nous donne un épisode qui va durer une demi-heure. Et au niveau de cet épisode, là il y a de la matière, là il y a des trucs intéressants qui se sont passés. Alors déjà on va commencer par Bellamy. Bellamy qui arrive devant Doflamingo parce que Bellamy il a encore je pense en travers de la gorge le fait que Dellinger a essayé de le tuer. C'est pas le fait qu'il soit tué par Dellinger qui l'a énervé, mais c'est surtout que Dellinger lui a dit que c'est Doflamingo qui a annoncé et qui a surtout commandé son exécution. Donc là Bellamy est assez énervé et là quand il se retrouve devant Doflamingo, là il tombe des nues carrément car Doflamingo lui dit ce sentiment que lui c'est qu'un simple pirate et qu'il n'en a plus rien à faire de lui parce que Doflamingo a une vision du monde qui est beaucoup plus grande et en gros il ne s'intéresse pas à un simple insecte comme lui. Ça c'est vraiment très important par rapport à Bellamy, car Bellamy depuis depuis ce qui s'est passé à Jaya, c'est-à-dire quand il s'est pris la rouste par Luffy et justement après s'est fait renvoyer par Doflamingo, on voit que Bellamy a toujours été à la recherche de reconquérir l'estime de Doflamingo. Il a été, comme il a dit, il a été jusqu'à Skypiea pour aller pour faire voir qu'il était capable d'aller là-bas. En plus il est revenu avec un pilier en or, pilier d'ailleurs je pense qui avait été oublié par Luffy sur place. Là le clin d'œil avait été très très bon. Moi je pense parfaitement qu'il y a une sorte... En plus Bellamy justement il veut vraiment faire partie de la famille Doflamingo. Et justement là j'ai l'impression de voir Bellamy comme un enfant qui recherche l'affection et qui recherche, comment dire, la sorte de reconnaissance du père qui est symbolisé par Doflamingo. Là justement le jeu, encore le parallèle par rapport à la famille est vraiment très très important. Là on voit justement Bellamy dans le rôle de l'enfant qui a déçu son père, voilà, parfaitement, et qui va toujours essayer de faire le maximum de choses pour pouvoir reconquérir l'estime de son père. Et là il se prend ça en pleine gueule, donc c'est sûr qu'on le voit complètement perdu, complètement déboussolé. Et maintenant, bon, moi j'ai vu les scans donc je sais ce qui va se passer plus tard, mais là c'est sûr que au niveau de Bellamy il y a quand même une importance assez présente de ce personnage, même par rapport au futur, par rapport à l'arc Dressrosa. Et justement Doflamingo, là lui on voit qu'il a complètement pété les plombs, c'est-à-dire qu'il cherche de détruire le monde carrément. Il va commencer par détruire
Dressrosa, parce que malheureusement toutes les personnes sont maintenant au courant de son vrai visage, de la façon dont il a de gérer ses affaires, et il ne peut se permettre que d'autres personnes, d'autres personnes l'apprennent, donc des personnes puissent partir de l'île Dressrosa pour aller répandre la nouvelle à travers le Nouveau Monde, d'où la mise en place bien sûr de la Birdcage, et ça c'est très bien expliqué je trouve par rapport à Cavendish. Et encore une fois, là on voit que quand Doflamingo explique qu'il veut carrément conquérir le monde et peut-être même le détruire, ça c'est dans l'épisode 690, et après ça c'est rebondi par rapport à, et c'est même confirmé par rapport à l'épisode 691, donc là on voit vraiment bien l'importance des deux épisodes par le speech vraiment excellent de Cavendish. Cavendish qui a compris que le fait du jeu mis en place par la Birdcage est vraiment quelque chose qui va servir absolument à rien, car même s'ils arrivent, si les villageois ou les autres personnes arrivent à faire prisonnier les 10 personnes qui avaient été citées par Doflamingo, il sait que tout le monde va quand même crever parce que Doflamingo ne veut pas que le reste du Nouveau Monde ait connaissance de tout l'empire déjà qu'il a mis en place au niveau souterrain, que c'est lui qui fournit les armes pour les différentes guerres qu'il y a un petit peu partout, sa façon de gérer un peuple, etc. Donc vraiment quelque chose d'excellent où on apprend enfin toute l'importance justement qui a été mis en place par rapport à l'arc de Dressrosa. C'est un arc qui est vraiment très très long, mais il a une importance vraiment énorme, et le fait que ce soit deux personnages totalement différents qui rebondissent sur la même chose est quelque chose de très captivant et même quelque chose de très passionnant. Et justement de parler de Cavendish ici, ça va me permettre de rebondir sur les autres combattants du Colisée, mais là je vais justement parler un petit peu de Cavendish. Cavendish qui s'est transformé pour moi en une sorte de Caterpillar. Caterpillar, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la marque des gros camions qui servent dans les chantiers pour faire de la construction. Là on voit par rapport à son attaque Saint-Exupéry, où il fait carrément des sortes de routes dans la montagne, dans la colline, et je trouve que cette façon d'utiliser le pouvoir est vraiment excellente. Par contre, ça m'a mis un petit doute sur vraiment ce que veut faire Ichiro Oda par rapport au personnage de Cavendish. Car pour moi, Cavendish avait quand même quelque chose de très british, de très britannique, ne serait-ce que déjà par rapport au nom, le symbole aussi qu'on peut voir au niveau aussi de la rose, rose qui est bien sûr le symbole de l'Angleterre pour ceux qui ne le sauraient pas. Et là, quand on voit son attaque qui est Saint-Exupéry, Saint-Exupéry est quand même un personnage français énormément connu, et donc ça me fait penser aussi que la rose veut peut-être aussi symboliser la royauté française. Ça je reprends par rapport à ça, par rapport à Lady Oscar, dont le nom japonais je ne me rappelle plus, mais il y avait quelque chose par rapport au nom de la rose. Donc là je suis un petit peu en porte-à-faux pour savoir si Ichiro Oda a voulu montrer par rapport au personnage de Cavendish le côté british que lui ressent, ou plutôt le côté français qu'on peut voir aussi par rapport à l'attaque Saint-Exupéry. Donc vous, si vous avez des petites hypothèses, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Mais revenons sur les combattants du Colisée. Alors les combattants du Colisée, ils étaient vraiment chacun pour soi, et leur but c'était d'avoir la tête de Doflamingo. Là maintenant, on voit que grâce à Dagama, lui c'est le stratège du roi Elisabeth II, et on voit qu'il réagit, on voit que c'est un personnage qui n'est pas puissant, mais par contre c'est un putain de stratège. Et il remarque que si ils vont chacun pour soi, chacun pour leur gueule, à cause de leur ego démesuré, ils vont arriver à rien. Et justement, il arrive à mettre en place une sorte de cohésion entre tous les personnages. J'aime bien d'ailleurs le passage qu'on peut voir dans l'anime, où tous les personnages deviennent une sorte d'aura dorée. Ça, c'est vraiment excellent. Et justement, il commence à mettre en place une stratégie, et on voit les combattants utiliser le meilleur de leurs capacités, et surtout d'être en harmonie. Le meilleur exemple que l'on voit, c'est par rapport à Xia et Bu, les deux petits-fils de Chinjao. On voit qu'ils font une sorte de catapulte avec leurs mains, et là il y a Hideo qui arrive et qui saute et qui vient foutre des coups de poing avec des sortes d'explosions dans des mecs, des sbires de la famille Doflamingo, qui ont été en l'air, qui au préalable bien sûr ces mecs là ont été catapultés dans les airs par une attaque de Ashrudin qui était vraiment excellente, c'est-à-dire un grand coup de massue qui a envoyé tout le monde en l'air. Ça c'était vraiment bien, et je trouve encore une fois que là on a le parfait exemple de complémentarité entre l'anime d'un côté et le manga, qui forme vraiment un tout uni. Dans le manga, on sait que les combattants du Colisée, là j'ai utilisé encore un comment s'appelle très très fort, là on voit que les combattants du Colisée
ont pour but de travailler ensemble, de combattre ensemble par rapport aux ordres de Dagama, mais c'est seulement suggéré, c'est dit dans une bulle, mais on ne voit rien. Alors que là, dans le passage de l'anime, on voit plein d'exemples où maintenant les combattants sont vraiment ensemble, s'épaulent. Par exemple là, il y a une attaque, c'est Elisabeo qui se prend une attaque, et quand il se relève, il peut recevoir un autre coup. Et là, c'est comment ça s'appelle, là c'est Dellinger qui a failli justement niquer le roi Elisabelo. Et là, on voit qu'il y a une attaque de Ashroudin qui vient justement pour percuter Dellinger. Et on voit vraiment qu'ils essaient de se couvrir les uns les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est vraiment bien amené par l'anime. Et la dernière chose qui est vraiment bien justement avec les combattants du Colisée, c'est qu'on voit vraiment qu'ils se mettent en place pour combattre les lieutenants de la famille Doflamingo afin de laisser le champ libre à Luffy pour qu'il puisse atteindre le 3e étage de la colline et enfin niquer sa gueule à Doflamingo. Justement, là c'est bien aussi parce qu'on voit vraiment tous les pouvoirs et tous les personnages de la famille, de les lieutenants de la famille Doflamingo. Premièrement, il y en a un, encore une fois, je n'arrête pas de le dire à chaque vidéo, mais il y a un mec qui est vraiment au-dessus du lot, c'est Gladius. Gladius, un mec vraiment super puissant pour moi. Le fait qu'il ait ce fruit démon qui permet de poser un petit peu des explosions partout, c'est vraiment génial. Après, on voit... J'aime pas dire ça, mais on voit quand même qu'il y a une sorte de hiérarchie au niveau de la puissance. Par exemple, Dellinger, c'est un mec que je ne supportais pas avant, que je pensais un petit peu faible, surtout avec ses talons aiguilles et le fait d'être en maillot de bain. Et même sa voix qui était assez nasillarde et qui tapait un petit peu sur les nerfs. Et là, on voit que c'est un personnage qui est quand même super puissant. Déjà, il va à une vitesse folle, on le voit déjà quand il se déplace. Et après, sa façon d'attaquer avec ses cornes, c'est absolument génial. En plus, ce combattant-là me fait carrément penser aux poissons combattants qu'on a pu voir dans l'arène. Et aussi au niveau du pont sur Greenbeat, parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand il rentre, je crois qu'il rentre dans le roi Elisabelo, on voit sur son dos qu'il y a une sorte d'aileron, donc il y a vraiment quelque chose à rechercher par rapport à ça, et ça montre vraiment que ce personnage est hyper important, mais peut-être un peu trop insouciant. Donc ça c'était aussi pour Dellinger, donc l'AOG qui est toujours éclatant avec sa façon de mettre des jets partout. Nous avons aussi Baby Five qui a l'air quand même pour moi la moins puissante des lieutenants de la famille Doflamingo. Et enfin le super gros personnage avec le bouc qui s'appelle Magvise, un truc comme ça, l'accent je l'ai pas du tout, où lui il peut jouer avec son poids, c'est à dire qu'il peut devenir hyper léger et flotter et après avoir plusieurs tonnes et tomber. Et justement je vais rebondir aussi là-dessus, décidément dans cette vidéo j'aimerais bien rebondir un petit peu partout. C'est que nous avons vraiment une sorte de parallèle entre l'arc Dressrosa et l'ancien arc qui était Alabasta, ne serait-ce que déjà dans le thème de la royauté qu'on voit présent dans les deux, et surtout au niveau aussi des pouvoirs des personnes. Ça me fait rappeler par exemple Miss Valentine qui avait aussi un fruit démon qui permettait de changer le poids de son corps, mais là c'était plus des kilos que des tonnes. Et après on a encore le fruit de l'explosion qui est vraiment différent par rapport au mec qui avait la sorte de coupe afro et qui permettait de faire des explosions par rapport à Gladius. Donc ça, encore une fois, c'est des petites choses que Ichiro Oda a mis en place, et ça, bien sûr, ce n'est pas anodin. Une chose très importante qui a été montrée aussi par rapport à ces épisodes, c'est enfin l'apparition du deuxième samouraï qui était recherché par Kinemon. Encore une fois, Ichiro Oda nous montre tout son talent déjà par rapport à l'aspect du personnage et aussi l'utilisation de son fruit démon. Au niveau de l'aspect, c'est sûr qu'il fait carrément bizarre avec sa tête, avec surtout ses cheveux rouges qui sont super longs. Moi personnellement, il m'a fait penser à un personnage de jeu qui était sur Neo Geo. Le jeu c'était Samurai Shodown et le mec c'était Kiyoshiro. D'ailleurs, vous pouvez voir là par rapport à la photo, on peut voir qu'il est un petit peu, qu'il y a quand même une ressemblance assez frappante. Je me demande même si Ichiro Oda ne s'est pas inspiré de lui, parce que c'était un jeu qui était énormément joué au niveau des bandes d'arcade, et comme Ichiro Oda est né en 1975 comme moi, je pense qu'il a dû connaître toute l'effervescence des bandes d'arcade au Japon comme il y a eu à une époque.
Là où je reviens, c'est-à-dire sur le personnage, c'est-à-dire déjà par rapport à son aspect, par rapport au samouraï, il est complètement hors contexte par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, ne serait-ce que déjà sa nonchalance, comment il est. Le mec, il s'est tout simplement endormi, déjà il s'est planqué en faisant une sorte de pierre, je pense que c'est lui qui a dû la dessiner. Et après, il s'est tout simplement endormi. C'est-à-dire que le mec, il n'en a absolument rien à battre de ce qui se passe autour de lui. Lui, il est peinard dans son coin. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et après, c'est son fruit démon. Le mec, il a un fruit démon qui est quand même excellent. Il m'a fait d'ailleurs penser au pouvoir de Sai, je crois qu'il s'appelle comme ça dans Naruto. C'est-à-dire que le mec, il peut dessiner, et après, ce qu'il dessine, il peut lui donner vie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il a réussi à survivre en dessinant de la nourriture. Et là, ce qui est vraiment excellent, c'est que le mec, il dessine comme ses pieds. C'est-à-dire que le Kenshiro, il a aucun talent artistique, et Ichiro Oda lui donne un pouvoir et un fruit dément absolument démentiel, et je trouve que le parallèle est vraiment magnifique. Imaginez par exemple ce qu'il aurait pu parfaitement faire, c'est-à-dire qu'il aurait pu mettre ce fruit démon sur le chemin par exemple de Luffy et de ses compagnons, et ce fruit démon dans les mains de Usopp aurait été absolument génial, parce que Usopp il a un vrai talent pour dessiner, et ça aurait pu donner des trucs, des situations absolument incroyables. Et là encore une fois l'anime le montre parfaitement, parce que la manière dont il a eu de dessiner l'oiseau, et après, l'oiseau sort de, comment ça s'appelle, sort du mur, sort de la pierre, et il est tellement mal dessiné qu'il n'arrive pas à voler, qu'il se casse lamentablement la gueule. Et là, on a un effet comique, d'ailleurs, comique qui n'était pas vraiment présent dans les deux épisodes, parce qu'on n'a pas eu, par exemple, Barto, Usopp et compagnie. Donc, je trouve ça vraiment très très bon. C'était en même le fait de voir comment les autres personnes qui étaient aussi prisonniers en bas sont complètement abasourdis par le fait de la personne, comment il dessine et le pouvoir qu'il a, c'est vraiment excellent. Même quand il fait les échelles pour que les autres puissent remonter, ça c'est hyper pliant, c'est totalement décalé. Et ça, j'adore. J'ai dit dans ma vidéo juste avant que j'avais pas trouvé de passage super drôle au niveau de l'épisode. Ça me fait penser que bah, justement j'ai oublié un passage qui lui était vraiment excellent. C'est quand on a les 4 qui sont sur le dos du Uchi, c'est-à-dire que nous avons Law, Luffy, Kyros et aussi Cavendish, qui sont encore une fois en train de se battre pour savoir qui va blaster Doflamingo, parce que là déjà on a Kyros qui dit moi j'ai une haine envers lui de 10 ans, là Law lui dit bah moi toi t'as peut-être une haine de 10 ans mais moi c'est carrément 13 ans, et là t'as Luffy lui qui comprend absolument rien, débile comme il est à chaque fois, lui dit moi de toute façon j'ai une haine envers lui de 30 ans. Ça c'est complètement excellent déjà de voir déjà la tête qu'il a, et ça aurait déjà été drôle si ça s'était arrêté là. Mais le fait qu'on ait la réplique de Cavendish qui dit Luffy c'est impossible que tu sois plus vieux que moi, ça montre qu'il pense vraiment que Luffy pourrait avoir une haine de 30 ans par rapport à lui, et ça c'est complètement débile. Et c'est complètement génial. Alors là, justement, on voit que les 4 ont atteint le 3e niveau. Il y a une brume qui est assez faite. Et là, on entend comme des sortes de bruits mécaniques. Et là, tu as des sortes de jouets géants qui sont les castagnettes. Je sais pas, c'est des sortes de soldats comme on a à Noël, qui sont par rapport justement à l'opéra éponyme. Vous voyez, j'utilise des mots super compliqués. Et ça, encore une fois, on l'avait vu d'ailleurs, on l'avait vu dans le générique, dans l'opening de la saison précédente. Et ça, encore une fois, ça montre une puissance, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir spécialement. Et ça, c'est absolument parfait. Alors en fin de cette vidéo, vous devez vous dire aussi que j'ai pas encore parlé des nains, des tontatas. Et ça, c'est un petit peu normal parce que les tontatas commencent sérieusement à me sortir par les trous de nez. J'aime bien ce que fait Ichiro Oda à la base, mais là je trouve que pour les tontatas, j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à avoir de la sympathie pour eux, et je les trouve vraiment nuls et débiles. Là encore une fois, c'est une bonne idée, le fait d'utiliser les insectes pour, comment dire, faire des sortes de messages pour que les autres puissent comprendre qu'ils se sont fait avoir et qu'ils se sont fait manipuler depuis un bout de temps, ça c'est une bonne idée. Mais la façon dont c'est mis en place, encore une fois, la fille avec le sifflet, se prendre un petit peu pour la patrouille de France et faire des dessins dans l'air, c'est mou,
et c'est mou, c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire qu'on a on a encore une fois des épisodes qui vont assez vite, qui ont un bon rythme, et là il y a une cassure avec les tontatas. Ça fait rappeler parfaitement à ce qui s'était passé il y a deux trois épisodes avec Léo qui avait appelé les sortes de scarabées pour pouvoir permettre à Robin, Rebecca et Bartholoméo de pouvoir rejoindre la colline et de pouvoir rejoindre l'eau pour lui donner la menotte, la clé pour ouvrir la menotte. C'est pareil, c'était un passage qui était tombé à plat, et là encore une fois, les tontatas, ça tombe à plat. J'arrive pas à m'identifier à eux, j'arrive pas à ressentir de la sympathie pour eux. Je trouve que c'est vraiment décevant. Je suis peut-être pas le seul à ressentir ça. Il y en a peut-être d'autres par contre qui doivent bien aimer ce peuple, mais je trouve que pour moi c'est une grosse déception par rapport à cet arc Dressrosa. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire au niveau de l'histoire de ces deux épisodes, le 690 et 691. Au niveau de l'animation, là comme je l'ai dit juste avant, c'était bon. C'était pas du transcendantal, il n'y a pas de passage hyper marquant qui va rester dans les esprits, mais ça se regarde bien, ça avance bien, il n'y a pas trop de défauts au niveau des personnages, au niveau des effets spéciaux ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé, donc ça c'est un très bon point. Maintenant je vais revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est-à-dire que je remarque déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos, etc. Et là je commence à partir d'une sorte de fringale, à vouloir faire plein de choses. Donc il va falloir que je choisisse mes priorités. J'ai remarqué aussi au niveau des vues que les vidéos que je fais sur les analyses critiques des épisodes sont moins regardées que les autres. Par contre, il y a un public, vous qui êtes fans, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment ça, donc je vais pas les annuler. C'est un truc que je vais continuer à faire. Par contre, quand il va y avoir des épisodes de transition, des épisodes où il va pas se passer beaucoup de choses, je vais pas faire de vidéo directement, je vais plutôt attendre comme j'ai fait cette fois-ci, c'est-à-dire je vais attendre 2 vidéos pour que ça donne plus de matière et que je puisse faire une vidéo plus passionnante pour moi à faire. Parce qu'il faut quand même que je prenne du plaisir à faire ces vidéos. Si moi je prends pas de plaisir à faire les vidéos, ça va se ressentir quand vous allez les regarder et ça va pas être bénéfique pour nos deux personnes. Par contre, j'imagine avec ce qui se passe la semaine prochaine, c'est-à-dire encore une fois un Zoro qui va être dantesque dans ses actions, peut-être que je ferai un épisode la semaine prochaine, je sais pas encore, mais ne vous attendez plus justement à avoir d'avoir une critique analyse de l'épisode obligatoirement pour chaque épisode qui vont venir. Ça va être bénéfique aussi pour la chaîne. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de plus me concentrer sur d'autres éléments que vous avez bien appréciés. Surtout par exemple les théories. Je ne pensais pas que ma vidéo sur les théories allait avoir autant de vues et autant de commentaires. Je tiens à vous remercier. Premièrement, je voudrais aussi vous dire que j'ai plus autant le temps d'écrire des réponses à tous les commentaires parce qu'il y en a énormément que ça me prend pas mal de temps. Donc en évitant de faire une critique analyse de l'épisode chaque semaine, ça va me donner plus de temps pour faire des recherches pour les théories, de peut-être faire plus souvent des vidéos sur les théories et aussi des vidéos sur des analyses du monde de One Piece. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette explication pourquoi il n'y a pas eu justement d'épisode analyse de l'épisode précédent. Voilà. Cette vidéo maintenant touche à sa fin. Je vous remercie encore 1000 fois de regarder ces vidéos. On approche des 1000 abonnés. Et comme je vous l'ai promis, pour les 1000 abonnés, il y aura un petit concours avec des trucs super excellents pour vous, fans de One Piece, à gagner. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, mon Twitter et aussi mon site onepicepassion.com. Et on se dit... Ah d'ailleurs... N'hésitez pas à me le dire si c'est chiant à chaque fois que je vous répète ça, je l'annulerai tout simplement. Donc voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!